Bonjour, bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Notre invité de ce mardi matin est Hervé Morin, député UDI de l'Eure, ancien ministre de la Défense. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau pour co-présenter Tôt l'émission. ce matin. Tôt ce matin. Avec moi, Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France, et Pierre Cottier, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes. Bonjour messieurs, merci d'être avec moi ce matin pour présenter l'émission. Chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission, vous avez une quarantaine de minutes pour réagir à l'émission et interviewer Hervé Morin, poser votre question. Je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Hervé Morin, si vous voulez bien, commençons par le gros texte qui est arrivé à l'Assemblée nationale et qui commence à être débattu, le gros texte de loi sur le renseignement. Alors, il semble y avoir un sorte de consensus sur l'idée qu'il faut préserver les libertés publiques tout en renforçant la sécurité pour les citoyens. La question principale, finalement, c'est celle des garde-fous. La création d'une commission de contrôle est prévue par le texte de loi. Est-ce que ça vous paraît suffisant pour garantir les libertés individuelles ? Sur ce texte, soyons clairs. Est-ce qu'il fallait un texte ? Oui. Est-ce qu'il fallait un texte pour, en effet, adapter la législation à un cadre technologique qui n'a plus rien à voir avec la loi de Michel Rocard sur les écoutes téléphoniques ? Entre le numérique qui n'existait pas ou presque en 90 et ce que nous vivons aujourd'hui, il est évident qu'il fallait que la loi vienne encadrer tout cela. La loi, ce n'est pas non plus l'organisation de l'impuissance de l'État ou de l'inefficacité de l'État. La démocratie, ça doit être un État capable de fonctionner, capable de répondre à des menaces ou à des risques, mais un État capable de mettre en place les contre-pouvoirs face aux pouvoirs qui sont accordés. Et donc toute la question, elle est là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on légifère pour le temps long. J'ai aucun doute sur le fait que François Hollande ou Manuel Valls respecteront les libertés fondamentales. La seule chose, c'est que quand la loi va être votée, elle va être votée pour des décennies, pour des pouvoirs qui vont succéder, avec des technologies qui vont devenir de plus en plus pointues. Et donc on a besoin d'avoir des contre-pouvoirs, des garanties absolues pour nous éviter des dérives qu'on a connues. Je vous rappelle que celui qui a signé le coup d'État permanent, François Mitterrand, a été celui qui a mis sur écoute des journalistes, des comédiens, des avocats, pas pour des intérêts d'État, pour des intérêts très personnels. Donc aujourd'hui, c'est une commission de contrôle. Manuel Valls dit, par exemple, hier dans son discours à l'Assemblée, il dit explicitement que, vous parlez des journalistes, les avocats, etc., justement tous ceux qui sont un peu les gardiens des libertés, que ces gens-là sont exclus de la loi. Non, c'est moi qui ai fait voter l'amendement. Ils ne sont pas exclus. On évite la procédure d'urgence. Ce n'est pas la même chose. En clair, il y a 3 sujets. Le premier sujet, c'est le champ des interceptions. En clair, quand peut-on, sur quel sujet, quel domaine, on peut mettre en place des interceptions ? Le champ est extrêmement large, très très large. Ça touche toute la vie de la nation. Toute la vie de la nation peut être. On peut trouver toujours un justificatif à cela. Bien. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est toute la question de l'urgence. En clair, je suis Premier ministre. Est-ce qu'au nom de l'urgence, je peux me passer de l'avis de la Commission nationale chargée de donner son avis ? Dans certains cas, ça peut être nécessaire. Quel cas ? Cas où j'imagine que la menace terroriste est extrêmement élevée. Mais c'est pas une loi sur le terrorisme, c'est une loi sur les services de renseignement. C'est ça, la tromperie du système. Quand on parle de la protection des intérêts essentiels, des protections des intérêts économiques, industriels et scientifiques essentiels, pas majeurs, essentiels. On parlait d'essentiel dans le projet de loi et c'est devenu majeur, c'est-à-dire très large. Quand on parle de la prévention des crimes et délits organisés, quel que soit le niveau de la peine, c'est-à-dire que grosso modo, c'est tous les petits trafics divers et variés. Donc là, on n'est pas dans le terrorisme. On n'est absolument pas dans le terrorisme. Quand on est dans les violences collectives, on n'est pas dans le terrorisme. Donc sur beaucoup de sujets, la capacité d'intervention des services de renseignement est bien au-delà des problématiques du terrorisme. Bien. Donc l'urgence... Pardon, mais qu'est-ce que prévoit la loi ? La loi dit, s'il y a urgence, c'est le Premier ministre qui décide tout seul. Et puis il y a un autre cas d'urgence, parce que tout ça... Il y a 2 degrés d'urgence. Il y a 2 niveaux d'urgence, parce qu'ils ont réécrit 10 fois le texte, ce qui pose d'ailleurs un vrai problème. C'est qu'un texte qui touche aux libertés fondamentales, en quelque sorte au contrat collectif de la nation, est discuté en 3 jours. Enfin, après un examen, un dépôt de projet de loi, il y a 15 jours. Bon. L'urgence, je termine sur l'urgence, pardon.
En clair, je suis Premier ministre. J'appelle le directeur d'un service de police en disant « Au nom de l'urgence, je vous demande de mettre M. Roy sur écoute. » Alors, il est journaliste, donc ça ne marche pas. Je demande à mettre M. Dupont sur écoute. Vous croyez que le directeur central de la police, il va beaucoup résister à cela? J'ai des doutes. Donc, vous pensez que donc je dis, il y a un second sujet, l'organisation de contrôle. Et donc on pourrait tout à fait avoir un service qui dise « Ok, je demande au Premier ministre » et dans le même temps, en parallèle, j'informe la Commission. Pardon, on peut mettre tout à fait en place un système d'astreinte pour faire en sorte que la Commission soit appelée à se prononcer dans des délais très courts. Et puis si la Commission ne se prononce pas, dire si dans les 3 heures elle ne s'est pas prononcée, très bien. C'est pas que la balise, parce qu'on cite toujours l'exemple de la balise, mais je vous rappelle que les interceptions, ça peut être simplement d'aller sur votre boîte mail, sur votre ordinateur, sur votre smartphone, ou tout ce que vous voulez. Troisième sujet, qui est pour moi peut-être le plus important. Il y a l'amont, l'interception, et puis il y a l'aval. Qu'est-ce qu'on fait des données collectées? Qui, désormais, peuvent être sur le champ immense et infini de la vie. Quand j'aurai mis un algorithme pour tel ou tel sujet, ces informations-là, elles vont arriver. Donc, ok, on va dire, ça ne nous concerne pas. Mais en même temps, la loi indique que si on découvre un certain nombre de faits qui sont répréhensibles, délictueux, ils doivent être transférés aux services concernés. Et deuxièmement, ils sont effacés. Combien de temps on les garde? Deuxièmement, combien de temps on les garde? 30 jours. Troisième élément, on construit des fichiers. Est-ce que ces fichiers vont être contrôlés? Qu'est-ce qu'on fait? Je me suis opposé quand j'étais au gouvernement, souvenez-vous, des fichiers Edwige. J'arrivais pas à me faire entendre, j'ai été obligé de faire des déclarations publiques. En 2 jours, Nicolas Sarkozy a remballé ce que Claude Guéant voulait faire. Bien. Moi, je ne veux pas que des fichiers de police indiquent votre orientation sexuelle, la voiture dans laquelle vous roulez, votre patrimoine, vos comptes bancaires, qu'est-ce qu'on fait enfin des éléments qui n'ont... Vous appelez ce matin J'appelle simplement à ce que précision. J'appelle à des plus de contrôles, de garde-fous permettant qu'en effet on trouve l'équilibre pour le long terme. On met, comme je le dis, on met dans le champ du droit commun des procédures d'exception. Sur ce texte, il y a la droite qui fait aussi beaucoup de remarques, de critiques. Il y a tout chez l'UMP, il y a les pour et les contre. Et au centre, il y a tout aussi. Au centre, honnêtement, je n'ai pas bien regardé. Mais je pense qu'on est à peu près sur une position commune. Les centristes, en général, sont assez soucieux des libertés. On va passer à notre sujet, si vous voulez bien, Hervé Morin. On va parler un petit peu de l'UDI, du parti. Ce week-end, il y avait un congrès, samedi dernier. Conseil national. Un conseil national, excusez-moi. C'est le parlement du parti. C'est ça, du parlement du parti. Le congrès, c'est tous les militants. Vous-même, vous n'étiez pas présent. Non. Est-ce que ça traduit certaines manifestations de tension au sein du parti? Est-ce qu'on peut travailler encore ensemble? On sait que l'élection de fin de l'année dernière était un petit peu tendue par certains égards. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien? Tout simplement, j'avais une remise de décoration que j'avais promise depuis des mois. Et donc, voilà, pas aller chercher plus que cela. Voilà, écoutez... On peut travailler avec Jean-Christophe Lagarde? Moi, je n'ai pas de souci. Il est président du l'UDI, voilà, c'est pas la question. La question qui se posera, c'est qu'il y a des questions centrales qui vont se poser pour les centristes dans les mois qui viennent. Je les ai évoquées dans une interview la semaine dernière chez un de vos confrères. Je continuerai à les évoquer dans les semaines qui viennent. Voilà, il n'y a pas d'urgence, mais en même temps, il faut qu'on soit dans la clarté. Parmi ces questions, justement, il y a la primaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre position? Est-ce que vous êtes favorable à une primaire ouverte de la droite et comment l'UDI doit choisir? Je dis simplement 2 choses. La première, on n'est plus dans un système bipolaire, on est dans un système tripolaire. Il y a 3 partis qui font quoi? 3 familles qui font 3 tiers. Le front, la gauche, l'opposition républicaine. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un premier tour qui nous amène à être exclus du second tour? Non. Deuxièmement, avoir un candidat à l'élection présidentielle au premier tour. Est-ce que, honnêtement, aujourd'hui, si je vous posais la question, a-t-on un candidat crédible capable d'incarner une alternative? Non. Dès lors... Jean-Christophe Lagarde n'est pas capable, selon vous, de porter votre... Vous pensez qu'on peut être au second tour? Enfin bon,
on peut se raconter ce qu'on veut, mais je suis bien payé pour le savoir. Ça ne se passe pas comme ça, l'élection présidentielle. Vous n'avez aussi aucune chance de gagner la primaire dans ce cas de figure. Oui, mais si vous voulez, que nous soyons là pour défendre. Après, on peut se dire, oui, il faut peser. Est-ce qu'on pèse plus avec une situation politique dans laquelle les Français vont avoir des réflexes vote utiles importants? Parce que quand vous êtes de la droite ou du centre et que vous voulez qualifier pour le second tour, avant d'aller vous perdre sur des chemins de traverse, il va se passer un peu de temps. Bon. Deuxièmement, est-ce qu'on pèse plus en faisant un très mauvais score au premier tour ou en participant à une primaire où on est en capacité de porter un projet politique qui amènera forcément un second tour de ces primaires? Puisqu'après le premier tour, il y aura un second tour. Compte tenu du nombre de candidats, il y aura forcément un second tour. Vous à voter pour un candidat au second tour. Et donc je dis que dans la construction d'une majorité de projets, ce qui compte pour les centristes, c'est que nous soyons assez forts et puissants pour que nous puissions peser dans la majorité suivante. Et qu'en clair, on puisse dire non à un texte qui ne nous convient pas, et oui, il y a des priorités. C'est ça, c'est ce que j'ai défendu, moi, durant la campagne interne à l'UDI, donc j'ai aucun problème avec ça. Je n'ai pas changé d'avis sur le sujet. Donc l'idée de consulter les adhérents, les militants, pour dire s'il faut ou non un candidat, c'est pas une bonne idée. On peut les consulter, mais on est quand même sur les intérêts de la France, on n'est pas simplement sur le patriotisme de parti. Faut quand même avoir en tête que, compte tenu de l'état de l'opinion publique, le droit à l'erreur est limité. Oui, on est bien d'accord. Mais Jean-Christophe Lagarde dit qu'il faut les consulter. Si les militants disent il faut un candidat UDI... vous n'empêcherez absolument pas des UDI de dire j'appelle à voter pour tel ou tel, quelle que soit la position des militants. Enfin, chaque parti politique, c'est pas une caserne, un parti politique, c'est pas un régiment, ni une prison. Il y a une autre voie au centre, c'est celle de François Bayrou. Et dans le cas de candidature de Nicolas Sarkozy, sa candidature lui aussi se poserait. Est-ce qu'il y aura l'espace pour une autre candidature au centre? C'est ce que je vous dis. La question qui se pose, elle est là. Si Nicolas Sarkozy est désigné... Moi, je voudrais quand même que... on rentre dans une autre configuration. Qu'on se dise qu'on est en 2015 et qu'en 2015, aujourd'hui, une candidature qui vous amène à être disqualifié du second tour est pour moi insupportable. Voilà. Je pense que les socialistes viennent de vivre un cauchemar aux élections départementales, notamment parce qu'ils étaient divisés, discrédités mais divisés. Est-ce que nous voulons vivre le même cauchemar? Pas moi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc si François Bayrou veut aller devant les Français pour dire « grâce à moi, la droite et le centre vont être exclus du second tour de l'élection présidentielle », il a le droit. On a une question de Franck qui réagit à ça. Il nous dit: quelles sont véritablement les idées fortes qui vous différencient aujourd'hui, vous, l'UDI, de l'UMP? Et j'ai même envie de rajouter, qu'est-ce qui vous différencie, vous, au sein des bâtisseurs, que le mouvement que vous avez lancé à l'UDI, dans la droite et dans le centre aujourd'hui? Écoutez, qu'est-ce que vous portez? D'une part, je pense que quand on est centriste, on a une espèce de bienveillance, d'ouverture au monde. Je pense que on a naturellement un regard plus ouvert. Voilà, je n'ai pas envie d'employer le mot de tolérant, mais je veux dire, on a une espèce de bienveillance, naturelle. Voilà. On accepte que la vie soit construite sur l'idée qu'il y a des gens qui sont différents les uns des autres, mais qui sont appelés à vivre ensemble. Ça, j'allais dire, c'est une espèce de comportement. Deuxièmement, on a parlé de la loi sur le renseignement. Je pense que nous sommes profondément attachés à l'idée de liberté, et pas simplement aux libertés économiques. À une démocratie dans laquelle on veille à ce qu'il y ait cet équilibre entre l'efficacité de l'État et la protection des libertés fondamentales et des libertés individuelles. Troisième élément, je n'ose évoquer la question européenne, dont on sait tous qu'elle est une vraie différence avec les autres, puisque nous sommes les seuls fédéralistes de l'histoire. Et puis, quatrièmement, je pense que on a... moi, c'est ce que je défends. Je dis qu'il faut beaucoup de liberté pour l'économie, beaucoup de liberté pour l'investissement, beaucoup de liberté pour faire confiance aux acteurs économiques et que le pays retrouve l'énergie qui a été le sien pendant des décennies. Et en même temps, il faut beaucoup d'égalité. Il ne faut pas de l'égalité égalitariste. Il ne s'agit pas d'un système qui vous recroqueville sur vous-même, mais au contraire de l'égalité
qui corrigent, des politiques qui corrigent les inégalités qui sont celles les plus criantes et qui devraient nous faire hurler. L'égalité devant l'école, l'égalité devant la formation professionnelle, l'égalité devant la santé, l'égalité devant les retraites. Et que nous soyons, nous, ceux qui disions, il faut beaucoup de liberté, et il faut beaucoup d'égalité. Mais Hervé Morin, hier, on entendait Christian Estrosi, donc le maire UMP de Nice, dire qu'il faut savoir sacrifier, il faut accepter de sacrifier un certain nombre de libertés pour sauver la liberté. Mais ça ne vous pose pas des problèmes de faire alliance avec une UMP comme celle-là? Écoutez, Christian Estrosi, la tendance de Christian Estrosi n'est pas forcément la mienne. Voilà. Ça, on avait cru remarquer. Voilà, bon. J'ai remarqué qu'à l'UMP, il y avait d'un côté Christian Estrosi et Rick Ciotti, et de l'autre, il y avait Alain Marceau et Pierre Lelouch. Justement, c'est ça. Bon, oui. Voilà, mais vous savez, au PS, entre le social-démocrate Macron et le Emmanueli, c'est juste. Oui, il y a plus que des nuances. Les questions d'alliance avec l'UMP va se poser prochainement pour les régionales. Abordons le sujet des régionales, Michel. Justement, oui, parce que on citait Estrosi, mais il y a Laurent Wauquiez, par exemple, qui est candidat en Auvergne, Rhône-Alpes-Auvergne. Vous faites alliance avec Laurent Wauquiez? Je dis deux choses sur la question. Si on considère... Est-ce que c'est à l'UDI de choisir les candidats de l'UMP? C'est une vraie question. Excusez-moi, si on commence à faire le tri, il ne va pas falloir simplement se limiter à Laurent Wauquiez. Nous sommes d'accord. Il va falloir des accords. Non, mais je veux dire, si on considère que Laurent Wauquiez n'est pas acceptable parce que trop à droite, de deux choses l'une, je pose le cadre, de deux choses l'une, soit l'UMP est considéré comme se droitisant trop et qu'il faut pour l'UDI changer d'alliance, que le président de l'UDI propose un changement d'alliance dans ce cas-là. Pas convaincu qu'il y ait beaucoup de personnes pour suivre cette démarche-là. Soit nous considérons que Laurent Wauquiez, en effet, correspond à l'UMP trop droitisante. Mais, pardon, ça ne va pas se limiter à Laurent Wauquiez dans ce cas-là. Parce que vous évoquiez Éric Ciotti ou Christian Estrosi, il va falloir... c'est un exercice qui va devenir très compliqué. On fait alors? Comment il fait, Morin? Troisièmement, je viens sur la question. Si c'est de dire Laurent Wauquiez fait qu'on doit avoir un candidat au premier tour, une liste au premier tour. Au soir du premier tour, vous faites quoi? C'est-à-dire que le même Wauquiez qui est incompatible au premier tour devient compatible au deuxième tour? Pardon, mais je ne vois pas bien la cohérence du truc. Que fera-t-on alors? Que fera l'UDI? Non, parce que ce qu'il dit, c'est ça. C'est-à-dire, on fera une liste au premier tour, mais au second tour, on s'associera. Mais s'il n'est pas acceptable au premier tour, il n'est pas plus acceptable au second tour. Nous sommes bien d'accord? Donc, je dis que si on veut se donner les moyens de gagner cette région et de faire en sorte que les centristes pèsent, que le schéma, c'est celui, au contraire, d'être le plus rassemblé possible dès le premier tour. Ou alors de proposer des ruptures d'alliance. Mais je n'ai pas, franchement, entendu cette histoire-là. On s'accorde malgré, effectivement... Mais je vous dis, il n'y a pas que Laurent Wauquiez dans cette histoire-là. Hein, vous allez avoir, dans beaucoup de régions, la même question qui peut se poser. Et pour revenir sur une région que vous connaissez bien, la Normandie. Un peu. Est-ce que vous mènerez la liste d'alliance UDI-UMP? Ça, pour l'instant, moi, ce que je veux, c'est rassembler. Bruno Le Maire veut rassembler, Édouard Philippe veut rassembler. Je crois comprendre que la plupart maintenant des parlementaires de Basse-Normandie, feu Basse-Normandie, veulent rassembler. Nous ne pouvons pas gagner si nous ne sommes pas rassemblés. Vous êtes pressenti pour être tête de liste? Est-ce que c'est fait? Non. Rien n'est fait. On discute, d'ailleurs de façon très apaisée, parce qu'on discute aussi sur le fond. Il y a quand même un sujet, c'est que la région est quand même le grand acteur des politiques économiques, d'infrastructures, de soutien à la recherche, à l'innovation, à la formation professionnelle. Et donc ce que je fais à l'heure actuelle, pour être clair, je consulte beaucoup. Je rencontre les présidents de chambres de commerce, les présidents de chambres d'agriculture, je fais des tables rondes avec des chefs d'entreprise, je rencontre les universitaires, je rencontre les chercheurs, je rencontre par exemple... je vous donne un exemple. Jeudi dernier, j'ai rencontré les acteurs de l'industrie agroalimentaire. Le midi, je suis allé rencontrer des acteurs économiques à Rouen. L'après-midi, je suis allé rencontrer le monde du numérique au Havre. Et le soir, je suis allé rencontrer les chefs d'entreprise autour du président de la chambre de commerce de Caen. Et enfin, j'ai terminé avec une rencontre avec les élus de Falaise. Donc, construire un projet pour d'abord nous dire voilà ce qu'on veut faire ensemble. En plus de ça, quand vous allez réunifier, qui ne va pas être une petite affaire, hein,
Vous savez, on est tous favorables. Moi, j'ai toujours été favorable à l'unification. Mais vous avez deux régions qui ont des politiques à peu près totalement différentes, surtout, qui n'ont absolument pas préparé la réunification. Dans 6 mois, 9 mois, nous serons réunifiés. Justement, mais il n'y a rien de fait. Et au 1er janvier, tout va falloir se faire. Et des choses aussi simples, les réseaux numériques, les réseaux Internet, la compatibilité, la multitude des agences diverses et variées qui sont en Haute et Basse-Normandie. Il y a des sujets qui ne sont absolument pas abordés parce qu'on est en période préélectorale et qui vont arriver, j'allais employer un gros mot, qui vont arriver violemment à la tête du président de la région au 1er janvier prochain, sans qu'il y ait eu de préparation, ce qui est quand même assez inconscient et irresponsable. Donc, tous ces sujets-là, nous, on les aborde en amont. Et puis après, le moment venu, il y aura une tête de liste. Parmi les fâcheries possibles, il y a Caen, capitale, mais le conseil régional à Rouen. Est-ce que c'est pas un peu un marché de dupes pour Caen, ça? Écoutez, j'ai cru comprendre que les choses n'étaient pas réglées. Les pistes, en tout cas, sont avancées. Mais c'est une proposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Le gouvernement pense à cette solution. J'observe que les socialistes voulaient tout mettre à Rouen. Je disais, tout mettre à Rouen, c'est en clair créer les conditions pour que la réunification se passe dans les plus mauvaises conditions. Parce que vous ne pouvez pas dire on va réunifier la région et commencer par expliquer qu'il y en a un qui va être cocu sur les deux. Ça, c'est pas possible. Bon. Et donc, il faut créer, en plus de ça, ça a un sens de créer une région qui soit en réseau, de modernité, voilà, arrêter de faire de la centralisation dont on sait que ça ne marche pas. Donc moi, j'ai toujours défendu l'idée qu'il fallait répartir les directions régionales entre Rouen, Caen, Le Havre, profiter de ce trépied formidable de ces 3 métropoles pour créer de l'énergie, du flux, etc. Bien. Donc, le chef-lieu... Et deuxièmement, j'ai défendu qu'il fallait que Rouen ait une institution et Caen une autre. En clair, j'estimais que le chef-lieu allait forcément être Rouen parce que c'était la plus grande ville, donc que la préfecture allait être là, parce que dans la démarche administrative c'est comme ça, et que donc il fallait mettre à Caen le conseil régional. J'ai lu les déclarations de vos confrères. J'ai cru comprendre, en voyant le gouvernement hier, puisque j'étais à l'Assemblée nationale, que cette affaire n'était pas aussi claire que ça. Est-ce qu'il faut y voir la mainmise de Laurent Fabius dans cette histoire? Oui. Vous le regrettez? Écoutez, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que le ministre de l'Intérieur est à Cherbourg. Et le poids politique du ministre des Affaires étrangères dans l'affaire vous préoccupe? Je vous dis, le ministre de l'Intérieur est à Cherbourg. Très bien, on va passer à notre chapitre, si vous voulez bien. On va parler un petit peu, il nous reste un quart d'heure, de politique économique du moment. Michel, peut-être pour commencer. Oui, alors, politique économique et défense, puisque ce sont deux de vos spécialités. Comment vous conciliez, vous, la rigueur que vous prônez, que les centristes prônent depuis toujours, et le nécessaire accroissement des dépenses liées soit à Vigipirate sur notre sol, soit à des interventions militaires à l'étranger. Mais à chaque fois, il s'agit de djihadisme. Comment vous conciliez tout ça? En matière de défense, on est face à une équation extrêmement compliquée. Il manque 3 milliards d'euros au budget de la défense. Alors la vente des Rafales annoncée va nous faciliter un peu la tâche, puisque la France ne va plus être obligée de commander des Rafales chaque année pendant un certain nombre d'années. Donc grosso modo, le budget de la défense va récupérer un ballon d'oxygène d'environ 1 milliard. C'est-à-dire que, pour que les gens comprennent, parce que sinon c'est incompréhensible, Dassault explique que s'ils ne construisent pas 11 Rafales par an, ils arrêtent les chaînes de production. Donc grosso modo, chaque année, la France était obligée d'acheter 11 Rafales. Et donc on a construit une loi de programmation militaire, j'avais fait la même chose en 2007, où on part sur l'hypothèse qu'on va enfin vendre des Rafales. Et donc, on peut se permettre de ne plus commander de Rafale pendant un certain temps pour commander d'autres équipements. Donc, le fait de cette bonne nouvelle Égypte et Inde va permettre en effet au gouvernement de réduire d'1 milliard d'euros les commandes militaires sur l'avion pour les affecter à autre chose. Mais il manque 3 milliards, donc il va encore manquer 2 milliards. Et je dis qu'il y a 2 exercices auxquels nous devrons nous livrer. Le premier, c'est celui de repenser le format de l'armée française au sens de la construction d'un système où on arrête de raconter des histoires à nos compatriotes. On continue à dire la France est une des 4 puissances militaires globales de la planète. On continue à dire la France a une capacité d'entrer en premier. La France a peut-être une nation cadre, ce qui correspond à des équipements, etc. En vérité, on ne l'est plus. Donc il faut en tirer les conséquences. Et moi, je suis pour la construction
d'un corps de réaction rapide, capable d'agir en autonomie, non, français, capable d'intervenir en autonomie stratégique totale sur une opération type Mali, grosso modo, avoir un noyau dur de 10 000 hommes projetable en autonomie stratégique totale. Et que sur le reste, comme les autres pays européens, puisque nous intervenons en alliance, nous soyons en mesure de donner des briques capacitaires, en disant voilà, on est capable de faire ceci, cela, dans le cadre d'une opération multinationale. Ça, c'est le premier sujet. Repenser la construction de l'armée française. Et puis le deuxième, donc un corps expéditionnaire d'un côté, et de l'autre, après des briques capacitaires. Et non plus raconter qu'on est capable de tout faire. Bien. Et deuxième sujet, c'est le nucléaire. Au rythme où nous sommes partis, compte tenu de la nouvelle génération des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, de la rénovation à mi-vie de la force aérienne, on va arriver à des crédits d'équipement consacrés au nucléaire qui vont représenter 40% de la Corée du Nord. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut réduire. Et donc, il faut que le prochain... Mais je peux vous le dire, c'est écrit. Vous pourrez me réinviter si je suis encore en vie en 2017. Le prochain président de la République sera obligé de supprimer la composante aérienne parce que sinon l'équation sera un déséquilibre complet entre le nucléaire et les forces conventionnelles. À moins que la croissance soit tellement revenue qu'on puisse permettre de maintenir le tout. Mais vous ne parlez pas d'Europe, là. Mais parce que les Européens n'en veulent pas, monsieur Hervas. C'est ça le problème. Le problème, c'est que, bien sûr qu'il faut l'Europe de la défense. Sauf que les Européens, ils veulent l'Alliance Atlantique. Et les Européens, ils ont démissionné, ce qui est d'ailleurs un vrai sujet pour nous, quoi. C'est qu'on a des Européens... Les seuls qui font un effort militaire, c'est les Anglais, ils ne veulent pas de l'Europe. Et les autres, ils ont démissionné. Et on est donc... Vous vous rendez compte de l'absurdité de la situation. On est la plus grande zone de prospérité du monde et on confie notre défense et notre sécurité aux autres. Les sociétés de leasing, on les appelait comme ça, de matériel militaire qui permettent... ça, je suis hostile. C'est pas une bonne idée, ça. Mais l'État emprunte à combien aujourd'hui ? 1 ? Oui, environ, oui. Autour de 1%, un peu plus. Et on va faire appel, on met la poussière sous le tapis, en clair, pour que les gens comprennent. Plutôt que d'acheter, on va même revendre nos matériels pour se faire du cash à des sociétés qui elles-mêmes après vont nous prêter le matériel. D'accord ? Et sauf qu'au lieu de prêter à 1%, eux ils vont nous le prêter à combien ? À 7, à 8, à 9%. Je sais que les propositions qui sont faites par les industriels et les sociétés, c'est de ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle faire de la dette à vil prix. Et moi je ne veux pas de ça. Allez, un mot, Vermorin, sur la politique économique française pour relancer la croissance et l'économie. Oui, parce qu'après la loi Macron, le gouvernement est en train de préparer une loi Rebsamen pour moderniser le droit du travail. On n'a pas bien compris ce qu'il voulait faire. Vous avez compris, moi ? Moi, non. Mais moi non plus. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Et notamment, il y a l'idée, pas très claire non plus, de rendre plus souple le CDI. Sauf qu'en même temps, Hollande a dit le contraire, ou Valls a dit le contraire. Ouais. Et vous, dans l'idée ? Moi, je suis totalement favorable. Je pense qu'il faut... Un des freins essentiels à l'embauche, c'est le droit du travail. La peur, les inquiétudes, les contraintes liées à la rupture du contrat de travail sont telles qu'on empêche la création d'emplois. Il faut y en finir avec... Comme les seuils sociaux, comme la complexité ahurissante du droit du travail qui a triplé en l'espace de 25 ans. On est dans un système, il faut bien le dire aux Français, où on a tellement rigidifié le droit du travail qu'on l'a précarisé, qu'on a précarisé la situation des Français. 85% des déclarations uniques d'embauche sont sur des contrats de travail de moins de 3 mois. Parce que comme les entreprises ne veulent pas s'engager compte tenu du poids des conditions de la rupture, eh bien on fait du CDD ou de l'intérim à fond. Il faut remettre en cause le CDI ? Il faut... Alors après, contrat de travail unique, c'est ce qu'on a toujours défendu depuis les rapports Kramart, etc. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un système où on permette à une entreprise qui a une baisse d'activité de pouvoir réduire ses effectifs. Voilà, c'est dur de le dire, mais c'est comme ça. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'en contrepartie, au lieu de vouloir protéger l'emploi, on protège la personne. La personne. Non pas dire qu'on va protéger des emplois dont on sait que de toute façon ils vont finir par disparaître parce que l'économie c'est un phénomène de destruction et de création. Personne, mais au contraire dire à la personne on va vous
soutenir. Et le problème, c'est que pourquoi c'est si dur en France? Un, c'est parce qu'il n'y a pas, en effet, cette gestion prévisionnelle des ressources humaines, etc. Et deuxièmement, parce que comme le pays n'a pas d'énergie suffisante, quand on perd son boulot, on se dit merde, demain, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il n'y a rien d'autre. Quand chez moi, à Bernay ou à Pont-de-Mer, on perd son boulot, on se dit mais où vais-je pouvoir trouver du boulot? Un autre sujet, ça va être celui des allocations de chômage. Est-ce qu'il faut réduire la durée? Est-ce qu'il faut réduire les montants, comme ça a été évoqué? Écoutez, il est clair qu'on a un système qui est le plus généreux d'Europe. On a un système qui crée en effet des effets d'aubaine. On a tous des copains qui profitent de la durée d'indemnisation pour se dire je vais commencer par me prendre des mois de vacances. Qu'est-ce qu'il peut dire? Qui pourrait dire le contraire? Moi j'en connais plein de mes copains cadres qui ont été sur la touche un moment et qui se sont dit d'abord je vais me prendre 3 ou 4 mois puis après je vais commencer à m'en occuper. Donc il est clair qu'il faut qu'on ait un système qui à la fois permette aux gens d'avoir un filet de sécurité, c'est-à-dire que s'il arrive un drame, que la famille ne se retrouve pas du jour au lendemain dans l'embarras le plus complet, et en même temps, il faut faire en sorte que la recherche active d'emploi soit immédiate et non pas au bout de quelques mois. Donc il faut réduire la durée d'indemnisation. Il faut probablement créer assez rapidement un système dégressif au bout de quelques mois. Il faut laisser quelques mois. Qui encourage davantage davantage à ce qu'on aille vers la reprise d'emploi. Mais il faut le conditionner à de la recherche d'emploi. Vous savez que toutes les règles qui ont été posées sur la conditionnalité des allocations chômage, en vérité, ne sont jamais appliquées. Il n'y a pas un pôle emploi en France qui les applique. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas chercher d'emploi vraiment, on vous maintient quand même vos indemnités. L'idée d'Nicolas Sarkozy qui met en avant, Nicolas Sarkozy a fait une proposition il n'y a pas longtemps, 7 heures de travail par semaine pour les bénéficiaires du RSA. Dans l'idée, ça vous intéresse? Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? Allez, il nous reste 5 bonnes minutes pour s'intéresser aux actualités qui ont marqué le week-end dernier. On va commencer rapidement avec le pape qui s'est prononcé dimanche. C'est prononcé, oui, il parlait de génocide à propos du massacre des Arméniens, du génocide des Arméniens. Sauf que lui, c'était la première fois qu'il le disait. Ça a provoqué la colère. En général, ça provoque immédiatement pour l'ambassadeur un certain nombre d'ennuis. Voilà. Demandez à l'ambassadeur de France, il va vous en parler. Lui qui a appelé à une alliance des religions contre le terrorisme, est-ce que vous pensez qu'il est allé trop loin dans la mesure où la Turquie est un allié contre Daesh? Je trouve qu'il a raison. Voilà, je trouve qu'il a eu raison de le dire. Je trouve que ce pape donne une belle image de la chrétienté, du catholicisme. Dimanche, une autre actualité, hélas tragique, le régime syrien a mené un raid sur une école à Alep qui a tué 9 personnes, dont 5 enfants. Finalement, ce conflit s'éternise. Comment est-ce qu'on peut sortir de cet enfer? Y a-t-il d'autres solutions, Hervé Morin, que de discuter à nouveau avec Bachar el-Assad? Ce qu'il faut, c'est que... moi, j'ai toujours été contre la livraison d'armes à l'opposition, pour une raison simple, c'est que je voyais bien que ces armes finiraient par se retourner contre nous, et j'avais raison, parce qu'en fait, qui a la main aujourd'hui sur les mouvements armés contre le régime de Bachar el-Assad, c'est Al-Nusra d'un côté, c'est-à-dire Al-Qaïda, et c'est la myriade. Donc le risque d'armer le terroriste est trop grand. Voilà, et l'État islamique du Levant de l'autre, Daesh de l'autre. Bon. Donc quand on a ces deux éléments en tête, moi je considère que la frontière que nous nous sommes mises entre les interventions que nous faisons en Irak mais que nous ne faisons pas en Syrie, je pense qu'il faut aller aujourd'hui frapper Daesh là où il est, c'est-à-dire en Syrie, qui est sa base arrière. Deuxièmement, honnêtement, si l'un d'entre nous avait une solution, ça se saurait parce que tous les dirigeants de la planète ne sont pas plus idiots que les autres. Et donc on est sur une équation qui est extrêmement difficile. Et en même temps, je veux dire, le régime de Bachar el-Assad est totalement détestable, insupportable. C'est un régime qui a assassiné, voilà. Mais mettre des assassins, faire tomber des assassins pour les remplacer par d'autres assassins, c'est quand même compliqué. C'est aussi la question de la... Et avec les déséquilibres sur la région. Votre ami François Zocchetto, je ne sais pas si c'est votre ami président du groupe centriste au Sénat, a rencontré Bachar el-Assad. J'entends bien. Nicolas Sarkozy l'a d'ailleurs qualifié de zozo, enfin ceux qui sont allés voir Bachar el-Assad. Il a bien fait d'y aller? Écoutez, moi ce que je dis, c'est que les parlementaires ne doivent pas demander l'autorisation
au Quai d'Orsay avant d'aller faire une visite. Voilà, le Parlement, c'est la séparation des pouvoirs, le Parlement fait ce qu'il veut. Voilà. Ça n'a pas les mêmes engagements que l'exécutif. Est-ce que ça n'affaiblit pas la Mais parole de en même l'État temps, j'y serais pas allé. Voilà. À titre personnel, j'y serais pas allé. On continue, alors dimanche toujours, il s'est passé vraiment beaucoup de choses dimanche. C'était l'annonce, l'officialisation de la candidature de Hillary Clinton, qui en France crée une belle unanimité de Valls à Sarkozy. J'imagine, oui. Oui, et vous en pensez quoi d'Hillary Clinton? Bon, écoutez, ouais, je vais avoir la même unanimité que je vais être dans l'unanimisme, ça c'est clair. Voilà, elle a l'expérience, c'est une femme. C'était une belle leçon d'ailleurs pour la démocratie française. Hein. Un noir, une femme. C'est pas encore fait. Non, mais enfin, elle est candidate. Elle est déjà. candidate. Et on va revenir aussi sur les Rafales. Oui, c'est sur le point d'être vendu à l'Inde. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre si longtemps? Est-ce que vous ne regrettez pas, vous, d'avoir réussi à les vendre? Oui, ça m'aurait fait plaisir, bien entendu. L'Inde, honnêtement, c'est quand même un exercice pour lequel nous avons beaucoup mouillé la chemise. C'est très long, les processus sur des systèmes d'armes, parce que c'est une décision qui engage un pays pour 30 ou 40 ans. Et donc, sur l'Inde, pour tout vous dire, c'est moi qui ai récupéré Dassault par les cheveux au moment de l'appel d'offres, en 2007. Donc, 2007 ou 2008. Donc, honnêtement, le boulot, on l'a fait en amont. Donc, c'est François Hollande qui en récupère les fruits, tant mieux. Mais ça a été un exercice auquel moi j'ai beaucoup participé, qui a été aussi mené, bien entendu, par l'Élysée, comme toujours sur ces histoires-là. Mais, j'allais dire, c'est une victoire du Club France ou de l'équipe France. Donc c'est Sarkozy qui a fait le boulot et c'est François Hollande qui a récupéré le fruit. Mais tant mieux. Mais les contrats d'armement, vous savez, c'est des histoires sur 10 ans en général. Hein. Ça ne se construit pas en 2 ans. Sauf l'Égypte, qui a été la grande surprise. Parce qu'en vérité, personne ne s'attendait à ce que l'Égypte signe ça dans des délais records. Selon vos informations, il y a d'autres marchés possibles dans l'immédiat? J'ai lu comme vous les déclarations de Laurent Fabius hier. Jamais 203, a-t-il dit. Voilà. Bon, Vous pensez aux Émirats Arabes Unis? Je dirais Inch'Allah. Il nous reste 1 minute. Un mot peut-être juste sur le psychodrame qui agite la famille Le Pen, le Front National. Un mot là-dessus. Est-ce que la mise à l'écart de Jean-Marie Le Pen est une bonne nouvelle pour la droite comme pour la gauche? Vous voulez que je vous dise une chose? Oui. J'ai un doute. J'arrive à me demander si cette histoire n'est pas construite. Un coup monté du père et de la fille? Écoutez, c'est la meilleure promotion qu'on puisse faire au Front National. Si Marine Le Pen voulait démontrer que le Front National a changé, elle n'aurait pas mieux procédé que cela. En tout cas, c'est la conséquence, c'est le résultat. Oui, c'est-à-dire qu'on peut dire que l'exercice de dédiabolisation, l'exercice de normalisation du Front National, a fait un bond en avant absolument considérable à travers le combat entre le père et la fille. Donc le grand gagnant de cette séquence-là, c'est le Front National? J'en sais rien, mais je le crains, oui, en effet. Très bien, ce sera le mot de la fin, Hervé Morin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en Direct Politique. Merci, messieurs, merci, chers internautes. On se retrouve mardi prochain, mais même à l'endroit comme d'habitude. D'ici là, restez connectés, à bientôt.